On a tous entendu parler des États-nations. La France, les États-Unis, la République populaire de Chine sont tous des États-nations. Mais avec l'avènement d'Internet, des communautés en ligne très puissantes émergent et ces communautés sont capables de s'organiser et d'avoir un impact extrêmement fort sur le monde, jusqu'à renverser des gouvernements en place, comme lors du printemps arabe. Et certaines de ces communautés virtuelles sont même reconnues par des gouvernements. Je pense à Bitcoin qui est désormais une des monnaies nationales d'El Salvador, mais aussi de la République centrafricaine. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est le déclin progressif des États-nations et la naissance de nouvelles puissances mondiales qu'on appelle des États-réseaux. Dans cette vidéo, je m'appuie sur l'ouvrage de Balaji Srinivasan qui s'appelle The Network State et de l'article de Vitalik Buterin sur le sujet pour vous présenter ce qu'est un État-réseau et en quoi ils sont en train de bouleverser la gouvernance mondiale. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux me suivre sur Twitter et je viens tout juste de créer un compte TikTok et Instagram. Tu peux également me suivre sur ces réseaux sociaux, je mettrai les liens en description. Aussi, du 14 au 16 septembre 2022, je serai à la Binance Blockchain Week qui a lieu à Paris. Je mets toutes les infos en commentaire. Pour bien comprendre ce qu'est un État-réseau, il faut comprendre ce qu'est un État-nation. Donc je vais revenir sur la définition d'un État. Un État, ça se définit en 6 points. Le premier point, c'est qu'un État a une frontière, donc des limites bien définies. Le deuxième point, un État a un peuple, donc une ou plusieurs nations. Le troisième point, un État a un gouvernement, donc un organisme qui crée des lois. Le quatrième point, c'est la souveraineté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférence des autres pays dans les affaires domestiques. Ce n'est pas toujours respecté, mais la plupart du temps, ça l'est. Le cinquième point, c'est la reconnaissance diplomatique. Et le sixième point, c'est le monopole interne sur la violence. Pour faire respecter ces lois, il faut une armée, la police, etc. Et maintenant, je vais définir ce qu'est une nation. Une nation, c'est un ensemble d'êtres humains qui ont une origine commune, une histoire en commun, parfois une langue en commun, et c'est une réelle communauté. Et donc l'État-nation, c'est un concept à la rencontre de l'État, donc qui a un côté politique et légal, et du peuple, de la nation, qui a un côté beaucoup plus communautaire, un ensemble d'êtres humains qui partagent des choses en commun. Je vais donner des exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Le Japon, par exemple, le peuple, la nation des Japonais habite finalement sur le territoire du Japon et qui est aussi le territoire de l'État japonais. Donc là, en fait, la nation égale l'État, plus ou moins. Dans le cas du Royaume-Uni, on sait qu'il y a donc un État, le Royaume-Uni, mais il y a 4 nations différentes. Il y a les Anglais, les Écossais, les Irlandais et les Gallois. Dans le cas de la Palestine, il y a une nation, les Palestiniens, mais qui n'ont pas vraiment d'État. Et dans le cas de la Corée, il y a 2 États, la Corée du Sud et la Corée du Nord, mais une seule nation, un seul peuple, qui est le peuple coréen. Cette notion d'État-nation, finalement, elle existe depuis pas si longtemps que ça. Il y a plusieurs choses qui découlent de ce concept d'État-nation. De 1, il n'y a pas de terre inconnue, et c'est pour ça qu'il y a des États-nations. On connaît toutes les terres qui existent sur le globe. De 2, il n'y a pas de terres qui n'appartiennent à personne, ou peut-être dans les pôle Nord, pôle Sud, mais c'est très bien réglementé. De 3, il y a un seul État par personne. Une personne ne peut pas être dans 2 États différents, physiquement en tout cas. Et le troisième point, justement physique, c'est qu'un État-nation, il parle uniquement d'un lieu physique, pas d'un lieu virtuel. Et donc selon Balaji Srinivasan, il y a 3 problèmes qui découlent de ce concept d'État-nation. Le problème, c'est que les frontières sont fermées. Dans les années 1500, 1600, 1700, quand il y avait la découverte des États-Unis, le Far West, où les gens allaient chercher de l'or, allaient planter leur drapeau pour construire une maison, et finalement, il y avait beaucoup de terres qui n'appartenaient à personne, mais il y avait beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de guerres. Enfin, il y avait aussi des très mauvaises choses comme des massacres, etc. Mais d'un point de vue étatique, voilà, il y avait moins de guerres entre États parce qu'il y avait beaucoup d'espaces qui n'étaient pas occupés. Le deuxième point, c'est un système où il y a dans un même État-nation des personnes qui sont complètement en désaccord. En tout cas, dans les démocraties, ça n'arrive jamais qu'il y ait 100% des personnes qui soient d'accord pour une élection. Par exemple, Macron a été élu à 58,55% des voix. Donc ça veut dire qu'il y a près de 40% des Français qui vivent sur le territoire français qui ne sont pas d'accord avec le président actuel. Le troisième point, c'est un point très important, c'est que les États manipulent l'histoire à leur avantage.
car jusqu'à présent, il n'y avait pas de base de données comme les blockchains qui permettaient d'avoir voilà, des traces de tout ce qui se passe et des traces qui sont infalsifiables. La solution mise en avant par Balaji, c'est de créer ce qu'on appelle un État réseau. Je vais lire sa définition. Un État réseau est une communauté en ligne avec les mêmes valeurs, capable d'agir ensemble, qui finance par crowdfunding des territoires dans le monde entier et finit par obtenir la reconnaissance diplomatique d'États préexistants. Donc je vais te montrer à l'écran à quoi ressemble un État réseau. Donc là, on peut voir en fait qu'un État réseau, c'est un ensemble de participants, d'êtres humains, qui sont répartis sur toute la planète. Donc on va toujours visualiser un État réseau en montrant la carte du globe. Et cet État réseau, qui est fictif, a une population de 1,7 million d'habitants. Ces habitants ont des revenus annuels de 157 milliards et ils possèdent 136 millions de mètres carrés de territoire. Donc l'État-nation, il est géographiquement centralisé, mais politiquement non aligné, car un président n'est jamais élu à 100%. Et un État-réseau, il est géographiquement décentralisé, mais politiquement aligné et connecté via Internet. Pour mieux comprendre ce qu'est un État-réseau, d'abord, il faut savoir que Facebook ou Twitter, ce ne sont pas des États-réseaux. Parce qu'un État-réseau, il a une seule communauté, une seule nation, entre guillemets. Et on sait que les utilisateurs de Facebook, finalement, font partie d'énormément de communautés. Sur Twitter, c'est pareil, il y a beaucoup de communautés différentes. Donc pour avoir un État-réseau, on cherche un réseau avec une seule communauté. Et dans le cas de Bitcoin, on ne peut pas non plus dire que c'est un État-réseau. Parce qu'au sein de la communauté Bitcoin, on peut avoir des traders, des passionnés de trading qui sont là pour justement profiter de la volatilité de Bitcoin et faire des profits. Et au sein de cette même communauté, il y a également des maximalistes Bitcoin qui sont, voilà, qui eux ne font peut-être pas du tout de trading et qui sont intéressés par finalement l'idéologie derrière Bitcoin et pas du tout par l'aspect spéculatif. Un parti politique pourrait être un bon candidat pour devenir un État-réseau selon Balaji, mais les deux meilleurs candidats, ce sont soit la communauté d'un CEO ou d'un influenceur, parce que souvent, un CEO, il a également un compte Twitter ou une chaîne YouTube. Et finalement, c'est la communauté derrière ce leader qui pourrait former un État-réseau. Et un deuxième super bon candidat, c'est aussi la communauté virtuelle autour d'un projet NFT, mais un projet de NFT de longue durée avec des personnes très engagées dans la communauté. Je pense par exemple à Bored Ape, Yacht Club ou aussi à Doodles. Un dernier exemple d'une communauté qui pourrait devenir un État-réseau, c'est par exemple des personnes qui détiennent des bitcoins, suivent Asher sur YouTube et Twitch et sont tous les deux athées. Voilà, ça ferait un groupe de personnes qui ont des valeurs assez similaires pour former une communauté solide et donc potentiellement plus tard un État-réseau. Et ce qui différencie la communauté autour d'un CEO ou d'un influenceur et un vrai État-réseau, c'est le fait qu'il y ait un but, qu'il y ait une idéologie derrière. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on mettait de la politique dans l'entrepreneuriat. Parce que s'il n'y a qu'un aspect commercial et purement économique, voilà, là il manque l'aspect idéologique politique et on ne peut pas parler d'État-réseau. Mais quand je parle d'État-réseau, en fait, je parle de la forme la plus avancée possible. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État-réseau. Mais par contre, il y a des étapes intermédiaires. Et justement, je vais parler de ces 4 étapes qui permettent d'avoir une toute petite communauté virtuelle et de, avec de la patience et de l'endurance, arriver à créer un vrai État-réseau. La première étape, c'est de créer ce que Balaji appelle une Startup Society. Donc en français, je l'ai traduit par société startup. Une société startup, c'est la création d'une communauté virtuelle. Donc ça peut être via un Discord, via une DAO, via une collection de NFT ou alors via une chaîne YouTube, via un Twitter. Et souvent, c'est toutes ces choses liées entre elles. Parce que finalement, un YouTuber a aussi un Discord et un Twitter et c'est comme ça qu'il fédère, qu'il crée une communauté virtuelle. Donc voilà, une société startup, il y en a déjà énormément aujourd'hui. La deuxième étape, c'est de créer un syndicat réseau. Et ce qui est très important dans cette deuxième étape, c'est d'avoir une raison d'être. C'est de créer une culture autour du projet et la finalité d'un syndicat réseau, c'est de pouvoir montrer au monde de quoi il est capable. Donc c'est d'avoir des actions qui sont gérées collectivement et qui ont une empreinte réelle dans le monde.
Donc c'est pas juste des gens qui discutent sur Discord, c'est d'avoir des actions bien réelles. Ça peut être faire des meet-up, organiser des choses dans le monde réel. Pour avoir un syndicat réseau, il faut une économie interne, donc via des cryptos ou des NFT. La troisième étape, c'est de créer un archipel réseau. Il appelle ça Network Archipelago dans son livre. Le but de cette étape, c'est d'acquérir des biens dans le monde réel, donc des appartements, des maisons, pour avoir une empreinte physique. Et ça permet de créer des espaces de co-living, des espaces de coworking et de fédérer encore plus la communauté et d'instaurer un très haut degré de confiance. Et donc là, pour connecter la communauté virtuelle avec le monde physique, on peut le faire avec des casques justement de réalité virtuelle ou alors des casques de réalité augmentée. Et chaque participant aurait un passeport NFT qu'il devrait montrer à l'entrée des co-living ou des coworking pour pouvoir y entrer. Donc avec l'archipel réseau, on ajoute l'empreinte terrestre et la confiance. Et donc la quatrième et dernière étape pour avoir la version finale, le vrai état réseau, c'est la reconnaissance diplomatique. Et pour être reconnu diplomatiquement, il faut avoir un recensement on-chain, donc un recensement sur la blockchain. C'est un petit peu comme ce que je vous montrais tout à l'heure, d'avoir le nombre d'habitants, le revenu de tous les habitants et les biens possédés par tous les habitants. Et ça, en fait, d'avoir tous ces chiffres, ça permet d'être reconnu diplomatiquement. Ça permet de dire, nous, on est une énorme communauté reconnue. Je vais donner un exemple pour la reconnaissance. Bitcoin, au début, c'était moqué. On disait, bon, c'est quoi cette monnaie virtuelle, machin, blabla. Et quand Bitcoin a atteint 1 milliard de capitalisation, là, ça a été beaucoup plus reconnu. Ça a été notamment listé sur CNBC, sur Bloomberg. Enfin, voilà, il y a des grosses institutions qui ont commencé à investir dans Bitcoin. Et Bitcoin a également été reconnu en tant que monnaie nationale par El Salvador et la République centrafricaine. Et la reconnaissance diplomatique de Bitcoin a uniquement été possible parce qu'il y avait des chiffres, il y avait des preuves. Maintenant, on va voir concrètement comment ça va fonctionner un état réseau. Les gens pourront switcher d'un simple clic entre les états réseau, comme c'est possible aujourd'hui de choisir entre Uber ou Bolt quand on veut faire une course en taxi, ou bien de choisir Bitcoin ou Ethereum comme monnaie. Pour se connecter aux différents services, on aura un login de type MetaMask, donc un login Web3, où on sera possesseur de nos données et de nos clés privées, et on pourra se connecter à tous les services, contrairement à aujourd'hui où Facebook possède nos données. Les blockchains publiques seront l'équivalent des lois internationales dans le système des États réseaux. Et Bitcoin, en quelque sorte, il deviendra le gouvernement des gouvernements, un petit peu comme c'était la banque centrale mondiale. Bitcoin, il contraint les États à ne pas faire de création monétaire de manière démesurée. Il contraint également les États à ne pas saisir les fonds des citoyens et également à faire beaucoup moins de guerres. S'il y a un État réseau qui est incompétent, il disparaît instantanément, un petit peu comme on a vu avec Terra Luna dès qu'il y a un dysfonctionnement. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, c'est très simple de opt-out du système. On peut facilement quitter le système, on n'est pas prisonnier comme dans un État-nation. Et donc, on peut se demander pourquoi aujourd'hui, c'est possible d'avoir des États réseaux et c'était pas possible il y a 10 ans. De 1, grâce à Internet. De 2, grâce à Bitcoin et au fait qu'il contraint les États-nations. De 3, le fait que la blockchain permet d'avoir des bases de données infalsifiables et donne également naissance à des identités décentralisées et à des communautés résistantes à la censure. De 4, le fait que maintenant c'est possible de travailler de communauté de manière totalement remote avec le télétravail qui a été beaucoup accéléré avec la pandémie et ça sera accéléré de plus en plus avec notamment des projets comme Starlink d'Elon Musk qui visent à connecter à Internet le monde entier. En 5, grâce à la téléphonie mobile. Et en 6, grâce à des technologies comme la réalité virtuelle qui permet de créer des capitales dans le cloud et à la réalité augmentée qui permet de connecter le virtuel et le physique. En conclusion, l'État-nation a été rendu possible par la cartographie, les outils pour communiquer les lois et les armes pour les faire respecter. L'État-réseau est rendu possible par la création d'un nouveau monde, Internet, les logiciels permettant de coder et de communiquer les lois et la cryptographie permettant de les faire respecter. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à mon compte Twitter, mon compte Instagram et mon compte TikTok. Merci et à très bientôt.